Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je vous retrouve ce soir exceptionnellement dans Vision. Vous l'avez sans doute remarqué aujourd'hui en allant faire votre plein d'essence, le normal et le super sont censés ne pas y figurer. Les essences plombées ont été complètement retirées du marché. Vous ne trouverez plus d'essence normale ou dite super. Il n'y aura désormais que du sans plomb en plus du gasoil. L'impact négatif du plomb sur la santé et l'environnement a fait que ces essences plombées ont disparu depuis de nombreuses années dans la majorité des pays. La procédure devait avoir lieu il y a quelques mois en Algérie, mais a été freinée par la pandémie. Notre pays se dit prêt à combler la part du produit importé, à satisfaire la demande nationale. L'utilisation du carburant sans plomb s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement visant la transition énergétique ainsi qu'une consommation moins polluante. Pour en savoir plus, nous accueillons ce soir Monsieur Rachid Nadil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Merci d'être avec nous. Alors, les raffineries algériennes ont cessé en 2020 de produire de l'essence plombée. Les capacités de production sont donc orientées vers le sans-plomb. L'introduction du sans-plomb en Algérie s'est faite en 1998. C'est là qu'on a commencé déjà à remplacer le super et le normal par le sans-plomb. Pourquoi tout ce temps aujourd'hui, 23 ans après ? Alors, pourquoi tout ce temps? D'abord parce qu'il y a les capacités de production. À l'époque, les raffineries n'étaient pas en mesure donc, de produire toute la quantité voulue en essence, et surtout en essence sans plomb. Et c'est pour ça qu'il y avait des importations. C'est pour ça qu'on importait de l'essence. Donc il a fallu redimensionner les raffineries, engager des programmes d'investissement, chose qui a été faite, pour qu'aujourd'hui, on est capable de produire toute la quantité de sans-plomb qui satisfasse la demande du marché. Il fallait moderniser les infrastructures, absolument, les remettre à jour, avoir la capacité totale. Justement, quelles sont les capacités de production de Sonatrach aujourd'hui par rapport à la consommation nationale? Alors, les capacités de production de Sonatrach aujourd'hui, elles dépassent les 4 millions de tonnes. Alors que la consommation, elle tourne autour de 3,7, 3,8 millions de tonnes. Donc là, la production va couvrir aisément la demande. Alors vous savez qu'on a aussi décidé de relancer l'importation des véhicules. Cela peut impacter également le parc automobile. Est-ce qu'à ce moment-là, nous aurons toujours les mêmes capacités? Absolument, parce que nous allons avoir d'autres capacités. Les raffineries, on va avoir juste, je pense, quelque chose comme 700 000 jusqu'à 1 million de tonnes supplémentaires. Donc on peut faire aisément face à la demande, il n'y a aucun souci. En termes de chiffres, ça représente quoi aujourd'hui? Combien on importait de super et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra remplacer? Alors, on n'importera plus? On importait à peu près, je vais vous donner le chiffre de 2019. En 2019, on a importé quelque chose comme 400 millions de dollars, l'équivalent de 400 millions de dollars. Disons presque 1 million de tonnes. Aujourd'hui, disons, ces importations vont cesser. Donc on va déjà économiser les 400 millions de dollars, puisque la production nationale va suffire. C'est le gain que va gagner le Trésor public, les 400 millions de dollars? À peu près 400 millions de dollars. Qui vont être réinvestis dans nos raffineries, bien sûr, pour satisfaire la demande. Alors, quelles ont été les principales motivations? On sait aujourd'hui, ça a été prouvé depuis très longtemps, depuis les années 1920, que le plomb était néfaste sur le plan santé et environnement quelques années plus tard. Certains pays s'en sont débarrassés dès les années 70 pour les États-Unis, début des années 80 pour l'Europe aujourd'hui. Quelles ont été aujourd'hui les motivations sur le plan en Algérie? C'est sur le plan santé? Alors, beaucoup plus sur le plan santé d'abord. Beaucoup plus sur le plan santé et environnement. Quand on sait que le plomb attaque beaucoup plus les enfants. Qui absorbent plus vite. Oui, qui absorbent, parce que les enfants vivent près du sol. Oui. Et le plomb, il y a des particules de plomb qui sont entreposées sur le sol. Donc, vous savez, le gosse, il touche le sol, il touche sa bouche, il y a les peintures sur les murs, donc il peut gratter. Donc, c'est beaucoup plus un problème de santé publique. Quand on sait que le plomb attaque d'abord l'intelligence des enfants, la concentration et l'intelligence. Donc, vous savez, j'ai entendu un professeur qui parlait des enfants qui ne voulaient pas, entre guillemets,
faire des études ou ne pouvaient pas suivre leurs études. Vous savez, le papa a tendance à... Alors qu'il est malade, l'enfant est malade. Donc là, vraiment, les études ont prouvé ils ont prouvé. D'ailleurs, la dangerosité du plomb. L'OMS classe le plomb parmi les 10 produits les plus dangereux pour la santé et pour l'environnement. Donc, il fallait nécessairement supprimer ce plomb. Donc, et puis, il y a un gain économique. Quand on a pensé à enlever donc à supprimer le plomb, on a trouvé qu'il y avait aussi un gain économique. Parce que produire 3 essences, dont 2 très néfastes. Oui. Donc, déjà, on gagne en santé quand on produit une seule, sans plomb. Et puis, il y a une optimisation des moyens. Vous savez, quand on raffine 3 produits, quand on stocke 3 produits, quand on distribue 3 produits... Ça demande plus de capacité. Ça demande plus de capacité, plus de moyens. Oui. Mais aujourd'hui, on va utiliser les mêmes moyens. Le même moyen pour un seul produit. Donc là, il y a une optimisation qui est faite. Alors, il y a une question qui taraude aujourd'hui les automobilistes, peut-être par manque d'informations. Ceux qui étaient habitués à utiliser du normal ou du super plombé ont peur pour leur véhicule. Est-ce que les tests ont été finalisés montrant que tous les véhicules sont adaptés au sans-plomb? Absolument, absolument. Vous savez, l'ARH, l'Autorité de régulation des hydrocarbures, c'est le garant de la qualité du produit. Donc, si un produit n'est pas aux normes, n'est pas adapté, on ne le laisse pas, on le commercialise pas, puisque nous sommes régulateurs du marché. Oui. On a fait des tests, donc il n'y a aucun problème sur les véhicules. Au contraire, le sans-plomb est plus bénéfique pour les véhicules. Parce que, vous savez, une voiture plombée, il y a toujours des restes du plomb au niveau du moteur et qui sont qui nécessitent beaucoup plus d'entretien. Oui. Donc quand on utilise du sans-plomb, il y a moins d'entretien dans les véhicules, même les véhicules anciens, je parle des véhicules anciens, parce que les véhicules nouveaux, d'ailleurs les véhicules nouveaux, on ne peut pas faire de la plombée, au risque de perdre même la garantie. Si on a un nouveau véhicule, il doit fonctionner au sans-plomb. Si on met de l'essence plombée, le constructeur n'assure plus le véhicule. Ça veut dire que le plomb est néfaste. Oui. Mais pour les anciens véhicules, c'est toujours Maintenant, valable. Pour les anciens véhicules, c'est la même chose. Pour les anciens véhicules, le sans-plomb est meilleur. Parce qu'il nécessite moins d'entretien. Et puis, il espace les vidanges et il espace le changement des bougies. Et comment ça se passe aujourd'hui s'il y a un souci? Est-ce qu'il faut qu'ils souscrivent à une assurance spéciale? Comment ça se passe? C'est une discussion qu'on a engagée avec les distributeurs. Je sais qu'à Naftal, il faut savoir que Naftal couvre 90% du marché. Donc, oui. Et il y a, disons, 11 distributeurs privés qui couvrent 10% du marché. Je sais qu'à Naftal, il y a une assurance produit. Donc nous sommes en train de voir, est-ce que cette assurance produit couvre ce genre de... Sinon, donc on a discuté avec Naftal et les autres distributeurs, on leur a demandé de souscrire une assurance au cas où il y aurait des problèmes. Mais je suis certain qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, s'il y a des problèmes, ça va être vraiment quelques véhicules. Alors, vous l'avez dit, les résidus de plomb restent dans les moteurs, ils restent aussi dans nos cuves où était stockée l'essence super et normale. Est-ce qu'aujourd'hui, nos cuves ont pu être décontaminées? Alors, vous savez qu'à un moment, on avait lancé que l'essence plombée allait être supprimée en janvier 2021. Oui. Alors, pourquoi ça a été différé? À un moment, donc on était avec nos amis de Sonatrach et de Naftal, on s'est dit que les cuves, que toutes les capacités de stockage allaient être rincées, allaient être débarrassées de ce plomb, disons à fin 2021, mais on pensait que la pandémie allait cesser. Bon, finalement, la pandémie est toujours là, donc il a fallu beaucoup plus de temps pour rincer ce... Et puis, il faut savoir que le produit, lorsqu'il passe, donc quel est le circuit du produit, peut-être que le consommateur n'a pas une idée sur l'acheminement. Tout l'acheminement pour que le produit arrive à la station. Donc, il y a une opération de raffinage au niveau des raffineries, il y a un stockage au niveau des raffineries,
Ensuite, au niveau des raffineries, le produit passe, le carburant passe dans les dépôts primaires de Naftal. Donc il y a un dépôt primaire pratiquement dans chaque raffinerie, à côté de chaque raffinerie. Donc il y a un passage du produit via des pipes ou bien via le cabotage, via des bateaux, parce que les capacités de production des raffineries ne sont pas les mêmes. Oui. Vous avez Skikda qui produit plus de carburant que les autres. Vous avez Arze qui produit plus de GPL que les autres. Donc il faut réguler tout ça. Donc il faut caboter, il faut ramener du produit par bateau de Skikda vers Alger. Donc il y a toute une logistique. Toute une logistique. Donc le produit passe dans les dépôts primaires de Naftal. Ensuite, il passe dans les dépôts secondaires. Les dépôts secondaires, c'est pratiquement dans chaque wilaya. Et puis, à partir de ces dépôts secondaires, et via les camions, il y a l'approvisionnement des stations. Vous voyez, il a fallu revenir donc à toutes ces capacités de stockage et passer du sans-plan pour essayer de laver tout le plan qui... Finalement, la période de pandémie a un peu joué en votre faveur puisque la consommation a baissé. Non, justement, parce que quand on veut rincer, il faut que la vitesse de rotation augmente. Donc, quand j'injecte il n'y a pas eu de consommation. Il n'y a pas eu beaucoup de c'est ça. Alors justement, puisque il n'y a pas eu beaucoup de consommation. Vous le disiez, l'Algérie importait entre 1 et 2 milliards de dollars en carburant en 2019. Donc le marché national a enregistré en 2020 une nette chute de consommation de carburant à cause principalement des effets de cette Covid-19. Nous nous sommes retrouvés donc avec un surstock. Qu'en avons-nous fait? Est-ce que vous aviez attendu que cela soit entièrement consommé? Est-ce que vous l'aviez revendu? Alors, c'est pour ça que je ne veux pas parler d'exportation. Disons qu'on l'a revendu. Parce que tout le surplus qu'on avait, donc on pouvait pas, il n'y avait pas des capacités de stockage. Nos capacités de stockage étaient full. Donc elles étaient saturées. Donc on était obligé de vendre du produit. Donc pratiquement, on a revendu tout l'excédent qui était produit. L'élimination du carburant aujourd'hui normal et super, connaissant les prix du sans-plomb, ceux qui roulaient au normal vont avoir quand même une légère différence à payer en plus. Et là, juste, je veux rappeler juste une chose avant d'oublier. C'est vrai qu'on a parlé de la suppression totale de la normale et de la super. Là, il faut dire qu'il y a quand même un petit stock. Il nous reste un stock. Qu'il faut encore écouler. Qu'il faut encore écouler. Donc, il y a des stations, au niveau de l'Est notamment, et du sud du pays, où on va trouver encore de la normale pour quelques jours, disons. C'est là où les plus anciens véhicules peut-être sont concentrés. Donc, on est obligé d'écouler ce produit. On ne peut pas le vendre comme sans-plan parce que ce n'est pas du sans-plan. On ne peut pas le vendre au prix du sans-plan parce que ce n'est pas du sans-plan. Et puis, on ne peut pas le jeter à la nature aussi. Parce que, donc il faut écouler ceci étant. C'est vrai que malgré tous les investissements consentis par Sonatrach pour revoir les capacités de production des raffineries, donc tous ces investissements, ils ont un coût. L'État n'a pas voulu répercuter ces coûts sur le prix. Et de ce fait, on a gardé l'ancien prix du sans-plan, qui est de 45 dinars 62, on l'a gardé. Donc à partir d'aujourd'hui, le sans-plan est vendu au même prix, à 45,62. Il se trouve que, c'est vrai que nous avons la normale, la super et le sans-plan. La normale est à 43 dinars 50, 60, donc par rapport au 45, il y a une légère différence. Il y a une légère différence. Donc c'est vrai que les gens vont sentir un peu une petite augmentation, mais je dis... Ils vont gagner sur l'entretien. Voilà, les anciens véhicules, ils sont appelés à être entretenus plus fréquemment que les véhicules neufs. Donc là, je pense qu'ils vont gagner sur l'entretien, ils vont gagner sur la vidange, on en a parlé. Avec le sans-plan, on peut aller jusqu'à 12 000, 10 000 kilomètres. Alors qu'avec le plan, il y a des véhicules on demande la vidange à 5 000, 6 000. Donc là, ils vont vraiment gagner sur le long terme. Et puis sur la pièce, sur l'utilisation, sur l'usure des pièces. Sera moins abîmé par les résidus de plomb. Maintenant, les gens qui sont sur le super, bien sûr, sur la super, ils vont gagner quelques centimes en consommant le sans-plan. Mais finalement, sur la densité, quel est le carburant qui dure le plus? Est-ce qu'ils devront passer à la pompe plus souvent?
Je dirais non, parce que là, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée préconçue que le sans-plomb brûle, entre guillemets, oui, plus vite que la super. Ben non, il faut savoir que le sans-plomb est plus dense. La densité du sans-plomb est supérieure à celle du super. Donc si vous prenez 1 litre, le sans-plomb pèse plus lourd. Donc il est pratiquement impossible que la super, le sans-plomb brûle plus vite que la super. Et puis bon, maintenant revenons à est-ce que c'est une raison c'était un choix impératif. Pour continuer à absorber le plomb. Oui. C'était une question de santé publique. Voilà. Alors on va passer à une autre question, puisque vous vous occupez aussi de l'impact sur l'environnement. Il y a une autre problématique qui reste toujours polluante, c'est la dieselisation du parc automobile et de la prédominance du gasoil chez nous. La consommation est très importante, une essence très polluante. La consommation du carburant en 2019 avait atteint une quantité de 15 millions de tonnes, dont 10 millions de tonnes, soit 69% de gasoil. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement préfère aller vers une solution intermédiaire plutôt que d'aller vers des solutions, on va dire, plus radicales, comme passer vers une transition énergétique plus rapidement? Aujourd'hui, on essaie d'intégrer le GPLC, le GNC. Oui, aujourd'hui, on essaie d'intégrer le GPLC. Le GPLC, ce n'était pas possible il y a quelques années. Je dirais il y a 3-4 ans, ce n'était pas possible. Heureusement, aujourd'hui, c'est possible. Donc, il y a une solution. Et c'est une solution du dual fuel. On l'appelle dual fuel. Parce que, vous savez, quand vous roulez au GPLC dans une voiture essence, vous roulez soit GPLC, soit essence. Alors que dans cette formule même le gasoil dual fuel, donc il y a une possibilité aujourd'hui d'installer un kit Sirgaz au niveau d'un véhicule où le plus important, c'est le camion. C'est le camion et le bus. Ce sont ces engins qui consomment beaucoup plus le gasoil. Donc aujourd'hui, il est possible de mettre un kit Sirgaz au niveau d'un véhicule gasoil. Et puis, donc, il y a une quantité de Sirgaz, il y a une quantité de gasoil qui forment un carburant. C'est pour ça qu'on l'appelle double fuel, donc qui fait rouler le véhicule. Ça, c'est la convention qu'on a passée ou que Naftal a signée avec les Polonais. On parle de cette convention. Exactement. Donc en 2018, je pense que c'était en 2018, il y a cette société polonaise qui est venue en Algérie. L'idée est venue de la création d'usines en Algérie pour fabriquer les kits Sirgaz. Parce que à un moment, donc l'engouement vers le Sirgaz était tel que on s'est dit il faut peut-être faire des usines en Algérie de production, de fabrication de kits qui serviront peut-être en Afrique. Oui. Donc l'idée est partie de là. Et puis il y a une société polonaise qui est venue. Et là, on s'est aperçu qu'ils avaient la solution pour les véhicules gasoil. Roulant au gasoil. Donc ils sont venus avec des kits qu'ils ont placés sur on a fait un test, donc 3 véhicules légers et un camion. Et on a observé pendant une année l'impact. L'impact, les véhicules n'étaient pas affectés du tout. Donc et puis, il y avait quand même 40% de gains, jusqu'à 45% de gains en consommation gasoil. Je pense que c'est énorme. Vous avez parlé tout à l'heure des 10 millions de tonnes de consommation. Maintenant, si on s'attaque à 5 millions uniquement, 40% de 5 millions, c'est 2 millions de tonnes. Alors, comment les convaincre Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ont justement peur de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est kit, tout ce qui est Sirgaz. Vous aviez annoncé que l'Algérie compte commercialiser entre 200 et 250 kits gasoil GPLC d'ici mars ou avril. On y est? Oui. Et là, je pense que, vous savez, le Sirgaz, les kits Sirgaz n'étaient pas installés jusqu'à 2014-2015. Les gens n'installaient pas et refusaient. Pourquoi? Parce que le prix était à peu près équivalent. Mais lorsqu'on a connu en 2015 une augmentation de prix telle que, donc qui a dépassé les 40 dinars, alors que le Sirgaz était à 9 dinars, je pense que les gens sont... Vous savez, quand on prend la consommation
Il y a eu aussi des plaintes concernant la motorisation après leur conversion. Est-ce que c'est justifié ou pas? C'est pas justifié, je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière une installation sur gaz, il y a des vérifications à faire, il y a des vérifications périodiques. Et il faut les faire chez des agents agréés, c'est des agents spécialisés. Nous, on a tendance à laisser aller, à laisser... Il y a eu un plan du gouvernement qui devait Mais bien sûr. justement équiper tout le parc automobile des infrastructures publiques. Il est toujours là, le plan, parce qu'on a formé beaucoup d'installateurs. Naftal avait pris, je pense, elle avait signé avec l'ANSEJ à l'époque, elle a formé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont agents agréés Naftal et qui font aujourd'hui les installations. Donc les installateurs, aujourd'hui, on a assez d'installateurs. Il suffit d'avoir les kits. Alors il est peu polluant, beaucoup moins cher, et pourtant ce carburant n'arrive pas encore à faire l'unanimité auprès des automobilistes. Faut-il une communication plus offensive? Comment faut-il agir? Je pense que oui. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui sa généralisation? Vous savez, quand vous mettez, je vais vous dire, quand vous mettez dans des parkings, sauf véhicules GPLC, ça veut dire quoi? Il y a des parkings, donc vous voulez rentrer dans le parking et vous allez lire... Interdit, sauf, hein, oui. Quand même. On parlait de risque d'explosion, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une campagne assez effrayante autour de ce kit. On encourage... Non, je vous dis, aujourd'hui, le GPLC n'est pas plus dangereux que l'essence. Je vous le dis, il n'est pas plus dangereux que l'essence. Seulement, les gens ont des idées préconçues. C'est vrai qu'au début, parce que les choses ont changé, il y a des évolutions. Disons la cuve du GPLC, le réservoir, au début, c'est vrai que quand il y avait beaucoup de pression, il explosait. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il y a une soupape de sécurité. Donc c'est la soupape et il y a la sortie du gaz. Maintenant, bien sûr, il faut réadapter nos parkings, nos parkings souterrains. Il faut bien les aérer, c'est tout. C'est une question d'aération. C'est une question d'aération uniquement. Parce que quand il y a un problème, il y a la soupape de sécurité qui saute, le produit, donc le gaz, sort. S'il y a si c'est bien aéré, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand c'est fermé, c'est vrai. Il suffit que quelqu'un allume une cigarette, oui, c'est vrai. Mais si c'est aéré, il n'y a aucun problème. Il faudra peut-être un parking au dernier étage, ou en tout cas réaménager peut-être les parkings de manière à pour permettre aux gens d'aller vers cette... Mais toujours est-il qu'il y a un engouement. Il ne faut pas... Parce que quand vous avez... Dans les années 80... Vous parlez d'un million de... Eh oui, on a commencé le surgaz dans les années 80. Oui. On consommait à peine 50 000 tonnes. 60 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 million de tonnes. Si on devait le comparer avec les autres carburants, on est quand même assez loin, monsieur Nadil. On est à 10 millions de gasoil. Si je prends le on a 5% pour le GPL. Si je prends le sans-plan, si je prends le sans-plan, il est équivalent. C'est 1,3 million de tonnes le sans-plan. Il est à 1,3 aujourd'hui. Alors justement, on va parler le programme à terme. Il va falloir peut-être réorienter le modèle économique de consommation des carburants routiers en vue d'une plus grande utilisation des carburants gazeux, plus économique, plus disponible localement. Surtout, on aurait tout à gagner. En l'occurrence, le carburant du GPLC, aussi le carburant électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dans cette politique de réduire la consommation des énergies fossiles? Oui. Oui, c'est dans le plan du gouvernement. Donc là, c'est clair parce que là aussi, nos amis de la transition parlaient de la voiture électrique. Parce que, vous savez, nous sommes tributaires des fabricants à l'étranger. Donc si demain, les fabricants ne fabriquent plus de véhicules à carburant fossile, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter à l'électricité, d'autant plus que notre pays, quand même... Nous ne pouvons pas rester sur cette consommation, cette échelle de consommation. Déjà, et puis nous avons un pays qui est très riche en soleil. Donc là, on peut produire vraiment de l'électricité. Le solaire, c'est l'avenir pour le pays. Ouais. Alors, en termes de prix, la vérité des prix est un mythe dans le domaine de l'énergie. On dit, c'est ce qu'on dit, car le caractère éminemment stratégique des produits énergétiques contraint tous les pays à les encadrer étroitement par une politique de prix spécifique. Mais finalement, une énergie bon marché n'incite pas à aller vers des mesures plus
courageuse, on va dire, Absolument. liée à la fabrication de produits performants, moins gourmands en énergie. Oui, effectivement. Mais là, je vous dis, il y a eu donc la loi sur les hydrocarbures, la loi 1913, qui a parlé de textes complémentaires. Et parmi ces textes d'application complémentaires, il y a un texte qui parle de la réalité des prix. Donc l'ARH aujourd'hui calcule un prix réel. Oui. Donc nous avons quel est vous savez la composition du prix, vous avez le prix sortie raffinerie, donc la marge de raffinage. Donc ensuite vous avez la marge de gros, la marge de détail pour arriver au prix qui est affiché actuel. au niveau de la pompe. Aujourd'hui, et on l'a commencé puisque le texte est paru, donc il a été il est d'actualité, il est Publié, oui. Voilà. Donc l'ARH calcule un prix réel. Donc ce prix réel va être communiqué. Il va donner peut-être X dinars au niveau de la pompe. Ensuite, c'est le gouvernement vont décider s'il y a subvention ou pas. Mais là, ça a le mérite de connaître la subvention. Elle est de combien cette subvention? Donc, on parle souvent de ciblage de subventions maintenant. Est-ce qu'on doit y aller? Exactement. Peut-être, je dis peut-être que cette façon de faire va permettre de cibler cette C'est un peu l'objectif aujourd'hui qu'on veut atteindre. Parce qu'il n'est pas normal, on le dit, il n'est pas normal. Je pense que tout le monde bénéficie de cette subvention. Que celui qui roule avec une voiture qui coûte tant, avec quelqu'un de... Et là, je pense que ça ne peut pas se faire... Il faut revenir au coût réel, en tout cas. Donc là, on y est. Réduire les marges. Au moins, on les connaît, ces coûts réels aujourd'hui. Alors en termes de distribution, je pense que ça va être un peu notre dernière question. L'Algérie importe actuellement 3 millions de tonnes de carburant et compte environ 2000 stations-service, dont 980 stations GPLC. Est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour couvrir la demande nationale? Alors, il y a plus de 2600 stations. À l'échelle nationale, il y a plus de 2600 stations. Et puis le nombre aujourd'hui de stations GPLC, je pense qu'il est encore insuffisant. Il nous manque à peu près le tiers de l'existant. Pour booster un peu aussi les automobilistes à... Et là, je pense, nous sommes à l'ARH, nous recevons les demandes. Donc nous avons beaucoup de demandes d'extension vers le CIRGAZ que nous sommes en train d'accorder. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne donne pas un agrément à la construction d'une station-service s'il n'y a pas le CIRGAZ. D'accord. Vous savez. Donc là, ça va, je pense, booster un peu On pense à aller vers de nouvelles infrastructures également et à intégrer davantage le CIRGAZ à l'intérieur du pays. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, à l'intérieur du pays, effectivement, vous avez posé une question. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui régissent un peu la construction ou l'implantation de ces stations. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir une station à un endroit X, quelqu'un peut venir 200 mètres plus avant et s'installer. Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Aujourd'hui, avec les textes justement d'application dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi un texte qui réglemente un peu l'implantation des stations sur le territoire national. Aujourd'hui, l'ARH peut dire non, vous ne pouvez pas vous installer ici parce que c'est saturé. Oui. Par contre, vous pouvez aller à tel endroit. Et oui, il faut spécifier les zones d'implantation. Voilà. Donc demain, on ne peut pas s'installer là où on s'installe là où c'est plus rentable pour le pays et parce que quand on s'installe devant quelqu'un à 200 mètres, oui, on ne fera que se partager. Oui, le gain en deux. Oui. C'est tout. Et ça ne couvrira pas les besoins des autres régions. Alors pour revenir sur notre thème principal, donc à partir d'aujourd'hui, nous ne trouverons plus de super et plombé et de normal dans nos stations, mis à part l'Est où il y a encore quelques dernier stock de normal à écouler. Qui vont durer quelques jours. Donc, oui. Alors on rassure les automobilistes, leurs moteurs ne vont pas en pâtir, au contraire. Absolument, au contraire. Maintenant, je rassure encore, nous sommes en train de discuter avec les distributeurs pour cette assurance, pour avoir
une assurance, pour conclure une assurance qui, si demain il y a un problème, l'automobiliste peut voir Naftal ou un autre distributeur qu'il prenne en charge quand il y a un problème sur son moteur. Mais là, je rassure, il n'y aura aucun problème sur les moteurs. C'est toujours en cours de négociation pour l'assurance, et ça va donc se faire c'est pas très encore vite, effectif. parce que nous sommes en train de discuter avec même les assureurs. On a ciblé 2 ou 3 assureurs, donc ça va aller très vite. Le problème est connu déjà, hein, oui, bien sûr, c'est déjà signalé. Il y a déjà, voilà. Donc ça va se faire très rapidement. Et puis je rassure sur la disponibilité aussi. La disponibilité du produit, Naftal n'a pas commencé hier, donc elle a commencé depuis des années. Donc c'est vraiment... Elle comble aujourd'hui le remplacement du super plombier et du normal. Jusqu'à présent, je dirais, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de tension. Il y a eu quelques temps, pendant quelques temps, il y a eu des tensions sur le sans-plomb. Mais ça remonte un peu années. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une production de 4 millions de tonnes, il n'y a aucun problème. Donc elle va couvrir toute la demande nationale. Toute la demande nationale. Merci, Monsieur Rachid Nadil, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter. Je vais dire à l'occasion du 5 juillet, donc bonne fête à tous les Algériens. Et puis beaucoup plus, je sais que nos jeunes sont en train d'attendre les résultats du bac. Donc j'espère que c'est tout le monde qui va réussir. Nous leur souhaitons à tous une bonne réussite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.